grand plaisir à intervenir dans cette circonstance. Alors je vous livrerai quelques réflexions sur la confiance qui sont d'une certaine manière plus liées à notre situation politique et sociale. D'ailleurs, dans l'ouverture qui a été faite de cette matinée de discussion, c'est un thème qui a déjà été abordé. La confiance me paraît en effet l'attitude qui est la plus nécessaire en des temps d'incertitude. Parce qu'au fond, la confiance consiste à affirmer qu'il y aura un avenir et que cet avenir sera meilleur que le présent. Le plus souvent, on parle de la confiance comme d'une vertu interpersonnelle. On fait confiance à quelqu'un. Mais j'aimerais insister sur le fait que la confiance est au fond la meilleure hypothèse, le meilleur postulat qu'on puisse faire sur le fonctionnement optimal d'un système de relations. Quand on doit interagir avec d'autres, ça marche toujours beaucoup mieux quand on fait confiance. Et à ce titre, la confiance exige un certain nombre de traits intellectuels, parce qu'il faut pouvoir détecter tous les éléments pertinents d'une situation ou d'un comportement, mais elle exige aussi une certaine réactivité émotionnelle. La conscience est toujours euphorisante, c'est une chose qui a été très souvent étudiée, elle est liée au sentiment que quelque chose est possible, qu'un avenir s'ouvre, et la confiance est également une orientation vers l'action, une disposition de la volonté, ce qu'on appelle un aspect motivationnel en philosophie. Donc précisément, la confiance est absolument nécessaire, là où la loi ne suffit pas à désigner comment agir, simplement ce qu'il faut faire ou ne pas faire, et là où la morale ne donne pas tous les éléments qui permettent de s'engager réellement dans une action. C'est au fond une stratégie dominante, la confiance. C'est ce qui marche au mieux, et à cet égard, elle doit être vraiment distinguée de l'angélisme, de la naïveté, ou même de l'irrationalité, parce que beaucoup qualifient d'irrationnel un comportement trop confiant. Non, c'est la condition optimale pour que fonctionnent des règles de coopération. Et elle est infiniment plus efficace que la défiance, par exemple, parce que la défiance qui conduit à envisager le scénario du pire, est souvent un inhibiteur pour l'action. Elle est beaucoup plus efficace que la méfiance, qui conduit à perdre beaucoup de temps. Et elle est infiniment plus efficace aussi que la neutralité. On attend de voir, on regarde ce que prescrivent les lois, ce que recommande la morale, mais on ne sait toujours pas comment agir dans l'immédiat. Voyez-vous, la confiance, c'est un rapport au temps. Et ce n'est pas pour rien d'ailleurs que beaucoup des activités économiques qui engagent l'avenir, qui d'une certaine façon font de l'avenir et du temps une valeur en soi, sont des activités qui reposent entièrement sur la confiance. Depuis l'Antiquité, cette question a été abordée dans de multiples aspects. Toutes les activités fiduciaires, le prêt, l'emprunt, la promesse, amènent à faire l'hypothèse, qui pourrait paraître déraisonnable, que la personne à qui vous prêtez de l'argent, par exemple, d'abord pourra vous le rendre, ça veut dire qu'il y aura un avenir pour elle, et que dans cet avenir, cette condition sera plus prospère qu'elle l'est maintenant. Si on n'avait pas cette double certitude, personne ne prêterait d'argent. Et précisément, Aristote, dans la politique, distinguait les activités économiques au sens propre, c'est-à-dire celles qui se situent dans l'espace propre de la maison, un univers statique de répétition sans avenir, de ce qu'il appelait la crématistique, la capacité de jouer avec l'argent. Et il était totalement opposé à l'usage de la crématistique, précisément parce que le fait de prêter permet aux humains de s'attribuer ce qui n'appartient qu'à Dieu, c'est-à-dire le temps. Et cette thématique a été reprise en théologie au Moyen-Âge, en reprenant d'ailleurs d'anciennes condamnations que l'on trouve dans le Deutéronome, qui condamne précisément toute forme de prêt et toute forme de confiance faite sur le temps, parce que c'est une appropriation orgueilleuse, inadmissible du temps, qui est l'attribut divin par excellence. Et on a résolu la question, vous le savez, en abandonnant pendant longtemps les activités bancaires aux étrangers, comme si, en particulier aux Juifs, qui n'avaient rien d'autre, qui n'avaient aucun autre métier, qui ne pouvaient exercer aucun autre métier, précisément parce qu'on craignait que ce soit à l'intérieur de la communauté
que ces activités absolument nécessaires soient réalisées, on les externalise en quelque sorte. Alors la question qui m'intéresse et dont je voudrais vous parler, c'est est-ce qu'il peut y avoir un système politique fondé sur la confiance, c'est-à-dire sur l'idée que la liberté humaine, ou les capacités d'agir humaines, j'appelle ça liberté, capacité à se déterminer face à une situation, à s'engager dans un type d'action, que la liberté humaine puisse s'organiser dans un système de confiance dans l'espace d'une communauté complexe. Au fond, faire confiance signifie refuser les commandements, refuser les déterminismes. Ça engage à laisser agir la puissance d'agir humaine, y compris dans son mauvais usage. Et c'est pourquoi la confiance paraît souvent une attitude irrationnelle. Cette façon de considérer les communautés humaines a évidemment été illustrée par excellence par la pensée libérale, là je parle du libéralisme philosophique, précisément parce que lorsque les libéraux d'aujourd'hui recommandent la dépénalisation des drogues, lorsqu'ils défendent la liberté d'expression, comme lorsqu'il y a un siècle, ils exigeaient l'abolition des lois prohibant les relations sexuelles entre hommes ou punissaient l'outrage à la pudeur, ce qu'ils faisaient, ce n'était rien d'autre qu'exprimer leur confiance dans le fait que les hommes peuvent errer, les hommes peuvent se tromper, mais au bout du compte, ils réguleront d'eux-mêmes leur comportement et aucun système de régulation collective ne sera plus efficace que celui-là. C'est ça le cœur du postulat, de l'hypothèse qui fait de la confiance la règle d'ordre d'une communauté politique humaine. Des interactions humaines, des échanges du bien, du commerce, des opinions, de la conversation, sortira un ordre qui préserve la liberté de chacun. C'est d'une certaine façon ce qui exerce certains avocats de la liberté ou de la pensée libérale, une véritable fascination. On se dit voilà, un système politique pour des personnes autonomes, capables d'exercer leur jugement, de préférence éduquées, mais c'est aussi une manière de considérer les communautés politiques qui provoque beaucoup de rejet et de refus de la part de ceux qui considèrent qu'elle repose sur une surestimation des capacités des individus et des sociétés de se gouverner elles-mêmes. Et les exposés précédents ont montré comment la confiance, que j'expose ici de manière très abstraite, dès qu'elle s'incarne dans une communauté humaine, doit être constamment en rapport avec des institutions qui sont des garants. Cela se voit dans la promesse, dans le prêt d'argent et dans toutes les formes où on fait confiance. Il faut des garants, il faut en quelque sorte des prêteurs en dernier ressort, de ceux qui puissent venir au cas où la confiance, venir à la rescousse au cas où la confiance ne suffirait pas à réguler ce système. Et cette institutionnalisation des moyens et des garants de la confiance est véritablement une des questions qui est aujourd'hui la plus fascinante en politique. Mais j'insiste sur le fait que ce qui sépare ceux qui font confiance et ceux qui se méfient de l'irrationalité humaine, des comportements erratiques, de la capacité des hommes à croire n'importe quoi, à former des meutes et à être incapables d'exercer leur propre autocritique, ce qui oppose, je pense encore aujourd'hui, les défenseurs et les accusateurs ou les contempteurs des conceptions libérales se retrouvaient déjà au XVIIIe siècle. Au XVIIIe siècle, quand le libéralisme n'est plus seulement une belle idée, mais véritablement un principe d'organisation de la vie concrète, les critiques du libéralisme étaient extrêmement violentes, portant précisément sur ça, sur l'irrationalité de toute politique fondée sur la confiance. Donc c'est un débat encore largement ouvert. Je voulais illustrer, avant de conclure, sur deux petits exemples, si je puis dire, enfin peut-être pas par leur portée, mais en tout cas par la brièveté avec laquelle je vais les exposer. L'un a trait au fond à ce qu'on appelle faire confiance à une personne dans un choix, le type de choix qui intéresse particulièrement l'Assemblée présente,
c'est-à-dire le choix en matière de procréation humaine. Et le deuxième portera sur ce que c'est qu'aider une personne qui a besoin d'être aidée et quelle dose de confiance est nécessaire pour l'aider. Et d'ailleurs pour que la personne accepte l'aide aussi, j'ajouterai. J'ai été très frappée dans les débats sur la loi de bioéthique qui a été votée il y a un peu de temps, enfin il y a quelques mois, par le peu d'attention qui a été accordée à un dispositif, une disposition plutôt, peut-être pas spectaculaire, mais qui peut être vraiment très intéressante pour de nombreuses femmes, à savoir la possibilité de conserver ces ovocytes, disons entre 34 et 36 ans. Je pense que vous connaissez tous le problème. Le taux de succès de l'assistance médicale à la procréation commence à baisser aux alentours de 35 ans chez beaucoup de femmes, en raison de la diminution du capital folliculaire. C'est pourquoi, au fond, la possibilité pour des femmes de congeler leurs ovocytes avant qu'elles atteignent cet âge critique pourrait être intéressant pour elles, dans la mesure où ça accroîtrait leurs chances avec des ovocytes qui sont de meilleure qualité, si je puis dire, d'avoir un enfant, au cas où elles devraient ultérieurement recourir à la procréation médicalement assistée. Donc un tel recours minimiserait les chances d'échec de la FIV et réduirait le nombre de tentatives infructueuses. Et ce qui est intéressant dans ce problème, si je puis dire, ou dans cette possibilité, c'est qu'au fond, la conservation d'ovocytes ne pose strictement aucun problème éthique. Il ne s'agit pas ce n'est absolument pas, ça ne nuit à personne, ça ne nuit pas à l'enfant à naître, ça ne met pas en danger la femme elle-même, à condition qu'on l'a bien informée sur le caractère toujours risqué et incertain d'une procréation médicalement assistée. Par ailleurs, cette disposition ne va à l'encontre d'aucune disposition juridique existante. La loi du 7 juillet 2011 reconnaît à la femme jeune la possibilité de conserver ses ovocytes, si elle procède par ailleurs à un don d'ovocytes, mais en tout cas, si vous voulez, l'ordre public considère que le fait de conserver ces ovocytes n'est pas en soi contraire aux dispositions législatives majeures du Code pénal. Et j'ajouterai que la conservation d'ovocytes ne crée aucun trouble dans la filiation. Donc c'est vraiment quelque chose qui ne pose, d'un point de vue éthique, aucun problème. Pourquoi a-t-il été si difficile d'obtenir que cette disposition soit considérée de manière favorable? J'ajoute que les messieurs ont la possibilité de conserver leur sperme avec une simple ordonnance de leur médecin généraliste. Donc pour eux, ça ne pose aucun problème. Il est vrai que pour les femmes, c'est une intervention qui exige, qui est plus délicate à accomplir. Mais voyez-vous, le sentiment que j'ai eu lorsque j'ai suivi ces débats, c'est que tout reposait sur une question de confiance. Va-t-on faire confiance à une femme? Enfin, pour moi, c'est une chose qui paraît évidente, mais apparemment, ça ne paraissait pas à tout le monde. Va-t-on faire confiance à une femme pour qu'elle délibère au mieux, au fond, sur le moment où elle aura un enfant, sur la place qu'occupent par exemple les études ou les ambitions professionnelles dans sa vie? Ce sont des choses qui ne doivent être l'objet d'aucun jugement moral. Ça n'appartient qu'à la femme. Mais encore faut-il considérer qu'elle a la capacité de procéder à une décision éclairée sur le meilleur moment où elle pourra s'engager dans une grossesse. Et n'oublions pas que l'autonomie des femmes et la confiance dont elles doivent bénéficier sur ce type de questions, et que la loi a quand même fini par leur reconnaître, se manifestent aussi bien dans le choix qu'elles font pour leur propre procréation que dans les choix altruistes qu'elles font lorsqu'elles décident de donner un ovocyte. Je suis quand même surprise que lorsqu'elles donnent un ovocyte, on leur fait confiance. Lorsqu'elles décident de l'utiliser pour elles-mêmes dans un projet de grossesse, on se met à dire « mais elles font comme tout le monde, elles se limitent à adopter une technique qui est accessible sans même réfléchir à son opportunité ». Non, elles sont aussi autonomes dans leurs choix altruistes que dans leurs choix personnels. Donc sur ce point-là, on voit à quel point, sur beaucoup de questions, la confiance n'est pas encore gagnée, c'est-à-dire la possibilité de s'assurer que la personne fera le choix qui, en fonction des opportunités, des possibilités qui sont ouvertes à elle, sera le choix le plus éclairé, le plus responsable, et donc celui auquel on doit faire confiance.
et ce que certains affirmaient, mais il ne faut pas leur donner cette possibilité aux femmes, sinon tous les entrepreneurs de la Silicon Valley vont se mettre à les exploiter en les obligeant à reculer l'âge de la grossesse. Si une possibilité technique peut faciliter la vie des femmes, je ne vois pas qui peut se permettre de décider du bon usage qu'elles en font. Faisons-leur confiance. Le dernier point, et là je change vraiment de registre, encore que peut-être pas, a trait à la politique sociale. Et ça, c'est une question sur laquelle j'ai beaucoup travaillé ces derniers temps. Vous savez que dans notre pays, 9 millions de personnes environ vivent en deçà du seuil de pauvreté, parmi elles plusieurs millions d'enfants, et que se pose aujourd'hui la question de savoir comment aider ces personnes, quelle politique sociale peut-on mettre en vigueur qui puisse leur donner les moyens d'accéder aux conditions d'une existence qui ne soit pas simplement une existence minimale, mais une existence qui les repositionne comme sujets sociaux, qui leur permettent de s'engager dans un projet, y compris pour un projet professionnel. Là, évidemment, l'aide a toujours pour objet de permettre de retrouver une activité sociale, en particulier un travail, mais pas seulement, et qui leur permettent de nouveau d'avoir un sentiment d'avenir. Sur les politiques sociales, beaucoup de modèles s'opposent. Dans un livre que j'ai publié récemment, La fin des libertés, je propose un plaidoyer pour ce que j'appelle, après Gaspard Koenig, un revenu de liberté, c'est-à-dire un revenu inconditionnel accordé à chaque personne en deçà d'un certain seuil de ressources pour qu'elle puisse non seulement survenir à ses besoins, mais en quelque sorte se trouver de nouveau en possesseur, en situation de possession de sa vie et de capacité de se donner un avenir. Alors j'ai beaucoup discuté de la question de la faisabilité du système et dans la formule que je propose, cette faisabilité est démontrée. Je ne vais pas entrer dans ce détail. Ce sur quoi je voudrais insister simplement, c'est qu'un revenu de ce type sera un revenu de liberté dans le sens où il permettra à l'individu d'échapper à l'asservissement de la pauvreté, quelles que soient les causes de sa pauvreté, et même si on peut considérer qu'il ou elle est responsable de sa pauvreté. Un revenu de ce type ne dépendrait pas d'un examen intrusif des conditions de vie de la personne, ce qui est le cas de toutes les politiques sociales actuelles, qui sont toutes conditionnelles, enfin, sous la forme dure ou sous la forme soft de l'accompagnement, comme on dit aujourd'hui. Et puis, par ailleurs, cette aide serait dispensée sans paternalisme, mais la condition intellectuelle fondamentale de cette possibilité d'aider les personnes, c'est évidemment qu'on leur fasse confiance. Pourquoi ? Parce que la plupart des politiques sociales, aujourd'hui, toutes les politiques sociales, à vrai dire, sont des politiques de défiance, qui au fond disent à la personne ce qu'elle doit faire pour s'en sortir. Alors que d'une certaine façon, le pari de ceux qui font confiance, c'est que dès que la personne aura un minimum de moyens d'agir et de vivre, elle définira pour elle-même les moyens de s'en sortir. Et ce sera infiniment plus efficace que tout ce qui sera une réponse à une injonction. C'est pourquoi le pouvoir de donner à des individus la vie qu'ils veulent mener est essentiel. Et à l'objection, mais au nom de quoi la société va aider les gens qui ne font rien, eh bien on peut répondre, comme ça a déjà été fait, mais puisqu'on doit les aider de toute façon, autant les aider de manière qu'elles soient libres dans la vie nouvelle qu'elles peuvent amorcer et qu'elles définissent elles-mêmes toutes les conditions qui leur permettent de retrouver un véritable rôle social. C'est ça une politique de la confiance. Donc vous voyez, faire confiance, c'est d'une certaine manière s'engager vers un avenir, être sûr que ce sera meilleur, c'est aussi une condition de la liberté. Et d'une certaine façon, ça n'empêche absolument pas un sens du tragique et du caractère de précarité qui affecte la condition humaine. Mais ça manifeste le postulat résolu qu'il faut malgré tout agir et agir pour le mieux.